Alors, un petit mot pour vous dire que la vidéo est disponible sur PeerTube. Je vous recommande de la regarder sur cette plateforme-là, par rapport à des raisons écologiques bien sûr, et surtout politiques, vis-à-vis du monopole de YouTube. Donc, on se retrouve sur PeerTube pour Kafka décolonial. Alors aujourd'hui, on va prolonger la conversation au sujet de l'orientalisme. On va s'intéresser aux études postcoloniales et aux études décoloniales. Et ça sera à travers cet ouvrage, Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie. Ça vient de paraître du côté des éditions Aldante et des Presses du Réel. C'est une réédition revue, augmentée. Et l'autrice, c'est Selwa Lust Boulbina. Elle est franco-algérienne, elle est philosophe, spécialisée dans les études postcoloniales. Et ici, elle se propose d'analyser la colonie. La colonie de manière philosophique, et je devrais même dire de manière épistémologique. Alors pour le dire rapidement, l'épistémologie, c'est l'étude critique des sciences et des connaissances. Et ici justement, sa démarche est épistémologique dans le sens où elle va opérer une distinction entre colonisation et colonie. C'est que pour elle, la colonisation, ce n'est pas une situation, mais c'est un programme qu'ont appliqué les colonisateurs sur les colonisés. Et si on scrute l'histoire, la philosophie, du point de vue de la colonisation, c'est qu'on va s'intéresser uniquement et quasi exclusivement aux effets des actions des colonisateurs sur les colonisés. Et à partir de là, on va en quelque sorte répéter ce geste, celui de mettre de côté les colonisés, de ne pas s'intéresser au comportement des colonisés même, à leur résistance, et puis à leur victoire, parce qu'il y en a eu des victoires, par exemple, les indépendances. Mais qui dit indépendance ne veut pas forcément dire décolonisation. On va dire que l'indépendance, c'est un petit peu le début de la décolonisation. Juste avec cette amorce, on comprend un petit peu comment opère Selwa Lust Boulbina dans ce singe de Kafka. C'est toujours par des définitions précises, par des distinctions, et par la mise en place de concepts, on va dire, rigoureux. Comme par exemple quand elle prolonge en quelque sorte le concept d'Achille Mbembe, post-colonie. Alors, rapidement, post-colonie, quand on parle de post-colonie, on s'imagine ou on se représente ces espaces qui ont été des colonies et qui ont acquis l'indépendance. On imagine et on se représente ces espaces-là à l'exclusion de ce qu'on appelait les métropoles. C'est-à-dire que les métropoles, on ne les considère pas comme des colonies. Pourtant, à y regarder de plus près, rien n'est moins vrai. Pourquoi? Parce que les lois qui s'appliquaient contre les indigènes dans les colonies, ces mêmes lois, on les retrouvait dans les métropoles. Et on l'a vu ensemble lors d'une précédente vidéo où on parlait de Mathieu Rigouste. On parlait des BNA, Brigades Nord-Africaines. Ces brigades nord-africaines, elles étaient chargées à Paris de traquer les Algériens. Donc à partir de là, si on considère même ces espaces dits de la métropole comme des, on va dire, colonies, donc c'est un espace également à décoloniser. Et ça nous amène à une autre distinction qu'opère Selwa Lust Boulbina, celle entre États postcoloniaux et États post-impériaux. Donc les États postcoloniaux, ce sont donc les États qui ont été colonisés, qui ont été sous domination étrangère et qui ont acquis l'indépendance. Les États post-impériaux, on va dire, c'est un petit peu le contraste, ce sont les États qui ont été des empires, qu'ils sont encore parfois aujourd'hui, et qui ont eu ou ont encore des colonies. Et donc il y a un travail également de décolonisation à faire pour ces États post-impériaux. Et ça passe justement par une remise à plat, par une remise en cause de leur passé impérial et de leur passé colonial. Et ce travail-là, on le voit aujourd'hui, il est à l'œuvre aujourd'hui, de manière difficile, parce qu'on a une vraie résistance en face, du pouvoir en face, qui ne veut pas justement revenir sur ce passé impérial, sur ce passé colonial. Et ces tensions, on les voit justement à travers,
on va dire c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est les débats sur le déboulonnage de statues, sur le fait de débaptiser certaines avenues. Ça passe justement par une remise en cause des figures politiques, des figures intellectuelles qui ont promu, voire soutenu, le colonialisme et l'impérialisme. Et ce retour critique sur ces figures idéalisées, Selwa Luce Bulbina le fait tout au long de son Singe de Kafka et autres propos sur la colonie, quand par exemple elle s'intéresse à Alexis de Tocqueville, homme politique et philosophe du 19e siècle, passé par différentes colonies, quand elle s'intéresse à la figure de Pierre Mendès France, homme politique du 20e siècle qui vient justement de cette gauche, on va dire, rapidement socialiste, et avec lui, on voit justement le rapport complexe et trouble de cette gauche avec les colonies. Mais nous, on va s'intéresser à une autre figure, c'est Louis Faidherbe. Alors Louis Faidherbe, il a vécu dans le 19e siècle, il est général d'armée, il a été administrateur de différentes colonies, notamment l'Algérie et le Sénégal. Et au Sénégal, il va opérer une sorte de classement des races selon leur couleur de peau, et bien évidemment, il va catégoriser ces différentes races avec des caractéristiques religieuses et politiques. Et il va instituer cette expression qu'on utilise encore aujourd'hui, Afrique noire. C'est-à-dire qu'il va scinder l'Afrique selon la couleur de peau des habitants. Et Afrique noire, on peut le voir dans différents médias, dans la presse, c'est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on pourrait dire plus simplement Afrique subsaharienne. Et c'est là où on voit ce travail à faire de la décolonisation, parce que justement cette expression vient directement de la colonisation. Et c'est donc en mêlant philosophie, histoire, anthropologie que Selwa Luce Bulbina travaille justement la colonie, travaille justement sur ses représentations, sur les prolongements de la colonie jusqu'à aujourd'hui. Elle voit et elle s'intéresse de près au concept de post-colonie, comme on l'a dit. Elle y voit ce présent du passé que le maintenant doit décomposer et porter vers les lendemains, dans une décolonisation des pratiques et des théories des sujets eux-mêmes. Et Kafka dans tout ça, parce que je rappelle le titre, c'est Le Singe de Kafka. Qu'est-ce qu'a à voir cet écrivain pragois, né en 1883 et mort en 1924, avec la colonie? Alors Kafka, on connaît tous et toutes, un petit peu même, sans avoir lu forcément. C'est-à-dire Kafka, ça fait partie de ces écrivains qui sont entrés dans l'imaginaire collectif. Par exemple, on a cet adjectif, on dit une situation kafkaïenne pour décrire une situation absurde. On connaît tous et toutes à peu près la métamorphose. Ce personnage, Grégor Samsa, qui se réveille transformé en monstrueux insecte. On connaît les rapports justement de domination que dissèque Kafka dans la Métamorphose par exemple. Je reviens à la Métamorphose parce que c'est le texte le plus, on va dire, connu, le plus lu de Kafka. Ces rapports de domination, la domination du travail, la domination du père, la domination de la famille. Que vient faire Kafka dans cette histoire de colonie et de post-colonie? C'est qu'il y a 3 textes auxquels s'intéresse de près Selwa Luce Bulbina. Ces textes sont dans la colonie pénitentiaire, qui est une nouvelle assez connue de Kafka, mais 2 autres textes beaucoup moins connus, méconnus, c'est Chacals et Arabes et Rapport pour une académie. Et pour Selwa Luce Bulbina, dans ces 3 textes, se tisse une véritable, je pourrais dire, poétique de la colonie chez Kafka. Et nous, on va pas tous les passer en revue, on n'aura pas le temps, et je vous renvoie justement au Singe de Kafka et autres propos sur la colonie, mais on va s'intéresser à un texte en particulier, c'est Rapport pour une académie. Alors vous pourrez le retrouver facilement en PDF en tapant Rapport pour une académie sur le moteur de recherche Startpage.
Alors la nouvelle, écrite à la première personne, c'est un singe qui raconte la manière dont il est devenu homme. Il le raconte à une assemblée de ce qu'on devinette des scientifiques. Et donc il va partir de sa capture violente, il a été blessé au front et à la jambe, et donc c'était du côté de la Côte de l'Or, qui correspond à l'actuel Ghana. C'était à l'époque une colonie britannique. Et donc ce singe, à bord du navire qui l'emmenait vers l'Europe, il va commencer à imiter l'équipage. Il va boire du schnapps, il va imiter leurs manières, leurs gestes, jusqu'à ce qu'ils se mettent de fil en aiguille à parler. Et c'est à ce moment-là qu'on va l'emmener dans un music hall, où il va travailler dans ce music hall, et on va l'appeler Rot Peter. Peter le Rouge. Rouge par rapport à la cicatrice qu'il a au front, et Peter parce qu'il remplace un singe qui s'appelait Peter. Et donc c'est tout ça qu'il va rapporter en quelque sorte, d'où le titre de la nouvelle, Rapport, à une académie. Rapport pour une académie. Et cette nouvelle, elle a été lue, elle est lue encore aujourd'hui, comme une simple nouvelle animale. Dernièrement, j'étais à Avignon, il y a quelques pièces qui se jouent au Festival Off, et on m'a donné un flyer, on jouait une adaptation de cette nouvelle, et en lisant le résumé, je ne suis pas allé voir la pièce, en lisant le résumé, j'étais assez choqué de voir qu'on faisait de ce singe, de Rot Peter, une sorte de self-made man. Ça disait textuellement, grâce à sa persévérance et à force d'effort, il a réussi à se devenir homme. Alors que, si on porte vraiment attention au texte, c'est pas du tout ça. C'est que c'est une lecture, alors on est libre de faire les lectures qu'on veut, mais c'est quand même une lecture assez dérangeante de ce texte-là. Parce que comme on va le voir, si on porte attention aux références du texte, il y a un vrai discours anticolonial. On va commencer par Hagenbeck. Alors Hagenbeck, dans le texte de Kafka, ça fait référence à la maison qui a commandité la capture du singe. Et Hagenbeck, au XIXe siècle et au début du XXe, ça faisait référence à Karl Hagenbeck. C'était un marchand d'animaux qui avait organisé la capture et la vente d'animaux sauvages à l'échelle mondiale pour les parcs zoologiques et pour les cirques. Et en 1874, il va en quelque sorte être parmi les premiers en Europe à capturer et vendre des êtres humains issus des différentes colonies. Donc la référence Hagenbeck, c'est pas neutre, surtout que le texte de Kafka, il est écrit en 1917. Ça veut dire bien après la reconversion, si je puis dire, de Karl Hagenbeck. En plus, le singe, dans le rapport pour une académie, il le dit textuellement. Il dit qu'il n'a eu le choix contre le parc zoologique et le music hall. Et qu'il s'est en quelque sorte forcé à apprendre à être un être humain pour justement éviter le parc zoologique. Et ça, pour Selwa Luis Bulbina, ça fait référence à Sauche. Sauche, elle est plus connue sous le nom de la Vénus Hottentote. Alors, moi personnellement, je ne dis pas Vénus Hottentote parce que Hottentote, c'est déjà une qualification péjorative. Hottentote vient des colons néerlandais qui ont appelé une partie du peuple Khoikhoi, qui était un peuple qui habitait l'Afrique australe, ils l'ont appelé Hottentote en quelque sorte pour se moquer de la langue, des sonorités de la langue de ce peuple Khoikhoi. Et donc Sauche, elle est née en 1789, elle était esclave, elle a été vendue, et ensuite elle a été exposée un peu partout en Europe, et notamment dans les music halls, comme le singe de Kafka. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kafka se tenait vraiment informé vis-à-vis des colonies. C'est qu'il lisait les articles de presse, il les répertoriait, qu'également il avait un oncle qui avait travaillé dans une colonie, dans le Congo qui était de la colonie privée de Léopold II de Belgique, et que cet oncle-là venait parfois rendre visite à la famille de Kafka, et ensuite que Kafka était un lecteur de Léo Frobenius. Alors Léo Frobenius, c'est un ethnologue allemand
qui a été parmi les premiers à remettre en cause l'idéologie racialiste, la hiérarchie des races. Léo Frobenius a été parmi les premiers à remettre en cause ce fait qui était établi à l'époque que l'Afrique, les peuples d'Afrique, c'est un peuple sauvage et que l'Europe, le colon européen, était venu le civiliser. Alors là, on s'est intéressé aux références, on s'est intéressé un petit peu à la biographie de Kafka, mais qu'y a-t-il dans ce texte, dans cette nouvelle, Rapport pour une académie de, à mon sens, radicalement anticolonial? On le sait bien, il y a une manière Kafka, il y a une patte Kafka, celle de mettre à nu les mécanismes de domination, celle de scruter les lieux de domination. Et ça passe par la création d'un monde. Un monde avec lequel on peut faire une analogie avec le monde, on va dire, réel, pour aller vite. Et dans Rapport pour une académie, la domination est omniprésente. Elle est présente dans le discours même du singe, qui justement raconte la manière dont il a été capturé, la manière dont il a été forcé, en quelque sorte, dont il s'est forcé lui-même, comme on va le voir, à s'humaniser. Mais elle est aussi présente dans l'adresse, parce que le singe, Roi de Peter, il s'adresse justement à une autorité, à une académie. Et il leur raconte justement comment il a appris à devenir homme, parce que justement il n'avait pas le choix. C'était la seule manière pour lui d'éviter le parc zoologique et d'aller vers le music hall. Et j'appris, messieurs, comme on apprend quand il faut, comme on apprend quand on veut trouver l'issue. On apprend devant soi sans se retourner. On est son propre surveillant, le fouet à la main, on se la serre, à la moindre résistance. Ma nature de singe prit ses jambes à son cou et roula loin de moi si vite que mon premier professeur en devint presque plus singe que moi. Alors quand il évoque le professeur, ce professeur c'est en quelque sorte le premier être humain qu'il a commencé à imiter. C'est un membre de l'équipage, donc il l'a vu boire du schnapps et il a commencé à l'imiter. Et donc ici, on a ce rapport tout à fait singulier. C'est-à-dire qu'on se domestique soi-même. Il le dit lui-même. On tient le fouet et on se lacère soi-même. Et ça, pourquoi? Pour s'assimiler, en quelque sorte. S'intégrer et s'assimiler. Et on la voit, cette violence qui vient d'abord de l'extérieur, puisqu'il a été emprisonné, puisqu'il a été capturé. Et ensuite, cette violence qu'on va intérioriser, incorporer et retourner contre soi. Et puis il y a ce mot « issue ». Il le dit, comme on apprend quand on veut aller vers une issue. Et dans le texte, un peu plus haut, il opère cette distinction entre liberté et issue. Et pour le singe de Kafka, et peut-être même Kafka, on peut vivre sans liberté, mais on ne peut pas survivre sans issue. C'est que si on est privé d'issue, on est dans une cage, on est enfermé, et que justement, sa seule issue de la cage dans laquelle il était enfermé dans la cale, dans le bateau qui l'emmenait vers l'Europe, et ensuite la cage où il aurait été enfermé dans un parc zoologique, cette seule issue c'était le music hall, et donc imiter les êtres humains et devenir en quelque sorte être humain. Et donc, faire fi de sa nature, alors je suis un peu mal à l'aise avec le mot nature, mais c'est pas grave, ça, on va dire sa singéité, pour aller vite. Et puis, il y a un autre extrait tout à fait fascinant. Cet extrait, c'est le singe, donc, qui évoque sa cicatrice, la cicatrice qu'il a eue à la jambe quand il a été capturé. Et donc, cette cicatrice, il la montre à tous et toutes, comme un témoignage de la violence qu'il a subie. Et qu'il s'agisse des membres de l'académie ou même, il évoque, comme on va le voir, un journaliste, on lui reproche de montrer ainsi sa cicatrice. Parce que ce n'est pas faire preuve d'humanité en quelque sorte, que ce n'est pas un caractère humain, qu'il vaut mieux la cacher.
Dernièrement, j'ai lu dans un article écrit par un des 1000 chiens que les journaux ont mis à mes trousses ceci. Ma nature de singe ne serait pas encore entièrement réprimée. La preuve en serait que j'enlève volontiers mon pantalon devant les visiteurs pour leur montrer l'endroit par où la balle a pénétré. Ce type mériterait qu'on lui fasse sauter à coups de fusil chacun des doigts de la main dont il se sert pour écrire. J'ai le droit, moi, d'ôter mon pantalon devant qui me plaît. On ne verra rien d'autre qu'une fourrure soignée, et la cicatrice provenant d'une balle, employons ici, pour désigner une chose précise, un mot qui ne l'est pas moins, en souhaitant toutefois qu'on le comprenne bien. D'une balle criminelle. Tout est parfaitement clair. Il n'y a rien à cacher. Quand il s'agit de la vérité, une âme généreuse se moque des belles manières. Et ce qui est fascinant dans cet extrait, c'est la manière justement dont Kafka met en scène ce retournement. C'est-à-dire que le singe se plaint justement d'une injustice, d'une violence qu'il a subie à travers la cicatrice. Et on retourne ça en lui reprochant de montrer cette cicatrice. Comme si on ne voulait pas voir la violence de la colonie. Et ça, à un siècle de distance, parce que je rappelle que cette nouvelle a été écrite en 1917, ça nous renvoie exactement à une certaine situation actuelle, dans le sens où on ne veut pas entendre des études décoloniales, postcoloniales, on ne veut pas entendre parler de colonie. C'est comme si on se détournait, c'est comme si ce journaliste, ces académiciens qui se détournent, ne montraient pas la cicatrice. Et c'est pour ça que il y a vraiment une imbrication des écrits de Kafka avec la cause, on va dire, anticoloniale, décoloniale, pour le dire anachroniquement. Et que Kafka, c'est une voix tout à fait singulière, presque unique, dans le sens où elle nous parle depuis le temps des colonies, et elle résonne jusqu'à aujourd'hui. Preuve s'il en est que cette excuse de l'ère du temps, c'était dans l'ère du temps, la colonie, elle ne prend pas, puisque Kafka est une preuve, et il y en a d'autres. On a vu Léo Freudenbus. Il y a eu des écritures, des voix, qui n'ont pas embrassé, qui n'ont pas promu l'idéal colonial et l'idéal impérial.